C'est toujours un immense plaisir de démarrer une nouvelle semaine en votre compagnie, chers téléspectateurs. Bonsoir et merci de votre constante fidélité à Reflet TV. Au menu ce soir, dans Entre deux news, 13 victimes calcinées et 44 blessés dans un accident tragique sur l'axe Niakara-Kachola. Accident survenu dans la nuit du vendredi 6 septembre 2024 impliquant un minicar et un camion-citerne transportant des hydrocarbures. À côté de cette actualité, ce lundi 9 septembre marque le début de cours en Côte d'Ivoire. C'est la rentrée scolaire. Mais quels sont les grands défis de cette nouvelle année scolaire? Analyse de nos consultants à suivre dans quelques instants. Et puis, on parlera aussi politique. Le PPACI dit non à l'utilisation du nom Gbagbo par Simone Veil, l'ex-première dame ivoirienne et ex-épouse du président Laurent Gbagbo. Avec moi, Pulchérik Balé. Bonsoir. Bonsoir, Sidi. Gaël Akpa, bonsoir. Bonsoir, Sidi. Alors, place au premier sujet de cette émission. 13 morts, tous calcinés et 44 blessés. C'est le bilan officiel de l'accident sur l'axe Niakara-Kachola. Gaël Akpa, tout d'abord avec vous, nous revenons sur les circonstances de ce tragique accident. J'aimerais déjà d'abord saluer nos téléspectateurs et surtout ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux de Reflet TV. À propos de cet accident, revenant sur les circonstances bien avant, je voudrais avoir une compassion pour toutes ces victimes et puis aussi présenter nos condoléances aux familles endeuillées. Les circonstances sont un peu semblables à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'effectivement, l'accident s'est déroulé vers 23 h le vendredi 6. Un véhicule de transport qui a quitté Bouaké, c'est-à-dire dans le sens de Bouaké vers Korogo, effectivement vers Katiola, au niveau après avoir dépassé Katiola, entre Katiola et Niakara-Mandougou. Et ce qui s'est passé, c'est que la chaussée a été réduite par un camion de transport de marchandises, comme souvent on le voit sur les routes. Donc la chaussée étant réduite, ils ont voulu, le camion a voulu, comme on appelle, dévier. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé en collision avec le camion citerne qui était vraiment très chargé et le choc a provoqué vraiment ce qu'on a déploré. Un incident, et pour ne pas dire vraiment très, très déplorable. Et c'était très effroyable même avec l'arrivée des pompiers et tout ça. Le feu était là et voilà, plusieurs corps calcinés. On parle de 13 et une cinquantaine de blessés, dont 19 enfants qui ont été évacués vers des hôpitaux. Bon, c'est encore malheureusement une mauvaise nouvelle pour nous, une mauvaise nouvelle pour les routes. Je me souviens qu'il y a une semaine à peine, on en parlait ici sur ce plateau par rapport au nombre d'accidents en Côte d'Ivoire. Et il y a aussi un autre cas qui s'est produit vers Williamsville. Oui, Carrefour Vidange. Voilà, je pense que ça là-bas aussi, il y a une affaire de camion victimes, un truc comme ça. C'est dit qu'on est habitué à cela, c'est malheureux. Mais l'État fait des efforts. Mais quand on se rend compte, en réalité, en dehors des problèmes d'infrastructure, c'est-à-dire les routes, mais l'incivisme, c'est vraiment à déplorer et tout le temps. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Après les accidents, les gens sont naturellement sanctionnés et tout ce qui va avec, mais malheureusement, ça ne finit pas. Voilà. Bien. Et puis, Chéri Balé, comment réagissez-vous face à cet accident qui présente un lourd bilan humain et matériel? Oui, c'est très triste. Je voudrais également adresser toutes mes condoléances aux familles endeuillées et puis relever le fait qu'il y a un problème au niveau même de l'obtention du permis de conduire. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas comment on va faire pour régler ce problème-là, mais on sait qu'il y a des personnes qui ne pratiquent pas le circuit normal et qui obtiennent le permis. Parce que cette question d'incivisme-là est forcément due à l'incompétence des chauffeurs ou des conducteurs. Voilà, parce que tout le monde sait que quand on maîtrise le code de la route, il y a des dépassements qu'on ne se permet pas, il y a des conditions pour faire un dépassement. À 23 h en plus, bon, ça fait déjà voyage de nuit, ce qui n'est pas conseillé parce que la plupart même de nos routes ne sont pas éclairées. Et puis, toujours dans l'incivisme, il y a des camions même qui garent sans prendre toutes les signalisations. mesures, voilà, qu'il faut pour signaler
leur présence. Il y en a même qui roulent sans phare. Bon, franchement, il y a tellement de choses. Donc, tout se résume en l'incivisme, mais dans les détails, il faut qu'on trouve la formule pour assainir le milieu de l'obtention des permis, là, et puis voir comment accroître les campagnes de sensibilisation sur toutes les chaînes pour que vraiment les automobilistes soient beaucoup plus prudents sur les routes. Mais on espère que les choses aillent mieux parce qu'au niveau de l'obtention des permis de conduire, on a maintenant les gendarmes depuis plusieurs années qui sont là et qui permettent également de réduire un peu la corruption dans ce domaine-là. Alors, Gaël Akbar, prochaine question sur ce sujet. Est-ce que les véhicules concernés par cet accident respectaient les mesures sécuritaires, surtout le camion citerne? Apparemment, Parce qu'on n'arrive pas à comprendre aussi l'inflammation, c'est vrai, ça transportait de l'hydrocarbure. bien sûr, il était très chargé. Et puis, effectivement, ce genre de véhicule-là, bon, son rôle, c'est de transporter de l'hydrocarbure, de carburant. Mais ici, ce qui implique même l'accident, c'est ce camion marchandise qui était stationné là. Non seulement, je dis c'est fréquent, on le voit. Quand vous êtes sur les voies, certaines personnes, une fois qu'elles sont en panne, surtout les camions, comme le chauffeur sait que lui, en cas d'accident, parce qu'en général, ce sont des petits véhicules qui viennent, lui, il est un poids lourd. Donc, lui, il gare comme il veut. En réalité, quand vous garez, même quand vous êtes en panne, vous devez mettre des éléments de signalisation pour que quelqu'un qui vient même à 500 mètres, à 1 km, puisse voir. Mais en général, les camions ne sont pas équipés. Comme Puchéry l'a dit tout à l'heure, il y en a qu'on voit rouler sans des phares. Ils n'ont pas les équipements nécessaires. Même comment on appelle ça, c'est des éléments de signalisation, mais même les éléments d'extinction de feu, de premier secours. Et tout ça, ils n'en ont pas. Et quand ils sont sur ces voies-là, on revient encore sur l'incivisme et puis l'indiscipline. Parce que quand ils sont garés comme ça, ils s'en foutent. Vous pouvez avoir une moto, une petite voiture et tout ça. Vous avez l'impression qu'à la limite, même vous êtes nagué par ces personnes-là. On fait tout. Souvent, je sais que l'État, on parlait un moment des heures auxquelles ces camions-là devaient rouler. Mais la loi a été prise. Mais même tout à l'heure, vous sortez, vous allez voir des camions dans la ville. On ne sait même pas ce qui se passe. Donc, je pense que le problème n'est pas au niveau du camion citerne qui venait, ni même du camion qui transportait comme on appelle, les passagers, et ce camion allait vers le Mali. Mais c'est plutôt celui qui était mal stationné. Et ce genre de cas-là, sans signalisation aucune, c'est clair que votre papier soit assuré, que vous ne soyez pas dans les conditions et tout, là, c'est l'action. Voilà, c'est ce qui explique... non, mais rien ne prouve que le minicar ait fait un bon dépassement aussi. Voilà, Parce qu'avant de faire un dépassement, il faut s'assurer de la visibilité du côté droit. De l'autre côté. Bien, certains font aussi, hein, les gros camions et les cars conduisent en Côte d'Ivoire comme si la route n'appartient qu'à eux seuls. Oui, c'est la loi du plus fort sur les routes, malheureusement. Oui, en général, c'est ce qu'il nous est donné de constater. Surtout la nuit. Ouais. Eux, peu importe, hein, de jour comme de nuit. Mais il faut qu'on relève aussi l'état des routes. Parce que quand les routes ne sont pas bonnes et qu'un conducteur ne maîtrise pas la route, il se peut que parfois, surtout de nuit, il tombe dans certaines crevasses et ça peut aussi créer des accidents. Alors c'est aussi l'occasion de lancer des appels aux autorités ivoiriennes, surtout les ministères en charge de l'intérieur, de la sécurité, et puis les ministères du transport surtout, hein, Gaël Akbar. J'ai le côté de Puchéry, l'a un peu évoqué déjà, il y a la communication qui doit être tout le temps accrue, qui doit être tout le temps sans limite. Il faut aussi sensibiliser, tout le temps sensibiliser. Et puis, je pense qu'au niveau des sanctions, il y a encore des efforts à faire. Parce que les automobilistes, sincèrement, il y en a beaucoup qui sont vraiment indisciplinés parce qu'ils n'ont pas peur. Et puis, on revient encore à la corruption. La corruption, parce que quel que soit ce que la personne va faire, elle sait que je vais trouver le moyen de m'en sortir. On a instauré le permis à points. On a fait le point la dernière fois ici. On a parlé d'une quarantaine qui aurait été sanctionnée. Alors que nous-mêmes, on sait qu'en réalité, si on veut aller dans 26 même sur une quarantaine. Voilà, sur une quarantaine, il y a 26 qui ont été sanctionnés. Il y en a qui ont bénéficié de suicides et tout ça. Mais en réalité, on sait ce qui se passe sur nos routes. Et le bilan aurait dû être encore plus élevé que ce qu'on a vu.
Malheureusement, il y a toujours le temps de pouvoir s'arranger à gauche, à droite et Même tout la ça. vidéo-verbalisation, à quoi ça sert en dehors d'encaisser l'argent? Bon. Alors, entre 1000 et 1500 personnes sont tuées en moyenne chaque année sur les routes en Côte d'Ivoire, selon le ministère des Transports, pour 1,5 million de véhicules en circulation. Plus Chéric Balé, votre commentaire sur ces chiffres-là? Oui, ce sont des chiffres qui sont déplorables et puis c'est pas évident qu'on ait tous les chiffres. Hein. Ce n'est pas tous les accidents qui sont forcément déclarés. Et ce qu'il faut dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont instauré la vidéo-verbalisation. Malheureusement, quand on va payer et qu'on demande les preuves de certaines infractions, je ne sais pas s'ils peuvent s'appuyer sur les éléments de la vidéo-verbalisation pour pénaliser davantage la conduite. Voilà, on ne sait pas à quoi ça sert véritablement. On sait qu'on nous encaisse de l'argent parfois pour des infractions qu'on n'a pas commises. Mais là où les infractions sont avérées, il aurait été bien qu'il y ait des sanctions qui donnent l'exemple et qui effraient les automobilistes de sorte que chacun puisse faire un peu attention. Bien, Gaël Lacroix, pour terminer cette partie, nous avons entre 1000 et 1500 personnes tuées en moyenne sur les routes en Côte d'Ivoire. Votre réaction pour 1,5 million de véhicules en circulation? Non, en fait, ces chiffres-là, en réalité, sont même à la hausse relativement aux précédents. Donc, ça dit que malgré tout ce qu'on peut nous dire qu'il soit fait comme effort, le truc ne fait que grimper. Et je dis que ce problème-là, d'abord, il faut l'imputer à l'homme, celui qui est au volant. Il y a cela. Et puis, l'oseille existe toujours. Il y a celui qui est au volant, qui est dans l'indiscipline. Il y a sa formation. On a dit ici, on a donné des solutions pour dire qu'il fallait tout le temps continuer à faire des formations. Même quand les gens ont déjà les permis, il faut organiser des séances de sorte à ce qu'on fasse du recyclage. Et puis, à côté de ça aussi, il y a l'état des véhicules. Il y a l'état des véhicules. Les visites techniques, là aussi, là, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Hein. Vous voyez un véhicule qui va entrer aujourd'hui le 9 pour une visite et qui va ressortir. Vous-même, vous voyez l'état du véhicule. Il entre, il passe, il sort. On s'est même posé cette même question lors d'un accident des véhicules appelés Badian, des véhicules qui sont très âgés. On se demande comment ces véhicules-là passent les visites techniques. Qui ne respectent qui ne respectent rien du tout, aucune norme, phare cassé et tout ça. Pas de rétroviseur. Voilà, mais le véhicule fait la visite et sort. Bon, la question ici nous est adressée. Malheureusement, je ne pense pas être dans le secret des dieux pour pouvoir dire comment ça s'arrange, mais il y a des miracles là, apparemment qui se passent dans ces endroits-là. L'incivisme sur nos routes tue plus que certaines maladies en Côte d'Ivoire. Attention à chaque téléspectateur, des milliers de morts chaque année sur les routes. C'est un bilan très lourd. Alors, place au deuxième sujet de cette émission, c'est la rentrée des classes. Quels sont les grands défis de la nouvelle année scolaire pour l'école ivoirienne? C'est d'ailleurs la grande question de cette émission. Plus Chéric Balé, alors, question pour vous. Oui. Quels sont les grands défis, selon vous, et pour vous également? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Avant de parler de ces défis-là, il faut déjà saluer les efforts du ministère en charge de l'éducation. Oui, quand c'est bon, on le dit. Les gens ne le reconnaissent malheureusement pas. Il faut saluer les efforts du ministère en charge de l'éducation qui, depuis l'arrivée du professeur Maria Toukoné, il y a vraiment beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. Malheureusement, elle a eu en héritage une situation beaucoup trop, on va dire... chaotique. Vraiment, je ne sais pas quel terme employer, mais rien n'allait. Au moment où elle arrivait, elle a fait les états généraux et à partir de là, en tout cas, il y a beaucoup de changements qu'on perçoit. Voilà. Malheureusement, il y a toujours des défis. Et le premier, c'est d'abord de pouvoir faire appliquer les décisions qui sont prises par le ministère. Cette année, il a été décidé de ramener le calcul rapide. C'est une très bonne chose, comme on l'avait fait pour la dictée, parce que le niveau des élèves et étudiants est tellement bas que la dictée va aider à relever, mais le calcul rapide encore plus, parce qu'avec les nouvelles technologies, les élèves ne réfléchissent plus trop. Avec le calcul rapide, ça va les obliger à exercer leur mémoire, à retenir des choses. Il y a aussi la suppression des cours du mercredi.
que les enseignants syndicalistes réclamaient depuis des années. Finalement, c'est un acquis. L'argument qu'ils ont donné, c'était que ça allait leur permettre de mieux préparer les cours, de souffler un peu dans la semaine. Donc, on espère, on va voir si les résultats vont être meilleurs l'année prochaine. Mais le premier défi, c'est de faire appliquer, en tout cas, les décisions qui sont prises. Les conseillers pédagogiques attendent toujours leur moto. Maintenant, il y a les conditions de travail. Vraiment, c'est à ce niveau-là que les défis se situent, parce qu'au niveau des infrastructures, même s'il y a encore des zones qui ne sont pas pourvues d'écoles de qualité, il y a eu quand même beaucoup d'écoles qui ont été construites, mais les conditions de travail sont désastreuses. Ah bon? Oui, les chefs d'établissement, normalement, bénéficient de subventions. Nous sommes à une entrée scolaire, il y en a qui n'ont pas reçu la subvention de l'année passée. C'est la même chose pour les COGEX. Alors que ce sont des fonds qui permettent d'améliorer les conditions de travail. Il y a des écoles où il n'y a pas de craie. Si le chef d'établissement ne prend pas l'argent dans sa poche ou bien il ne demande pas aux parents d'en acheter. Les COGES aussi, il y a certains COGES qui financent le recrutement de certains enseignants. Et cette année, on est à la rentrée. Moi, j'ai déjà entendu des responsables de COGES dire qu'ils n'ont pas reçu la subvention de l'année passée. Donc, vraiment, il faut pouvoir régler cela parce que ça joue sur les résultats. Il y a aussi les conditions de vie et de travail des enseignants. Dans les conditions les conditions de travail déterminent aussi les conditions de vie puisqu'il y a le salaire dedans. Au niveau des enseignants du public, il y a un problème avec les instituteurs adjoints. Et puis pour le privé, là c'est partout, au secondaire comme au primaire, ils sont très maltraités. Il y a des établissements où ils n'ont même pas le SMIC. Donc un enseignant qui n'a pas le minimum pour vivre, ça se répercute forcément sur son travail. Il y a aussi les questions sécuritaires. On affecte les enseignants. L'année scolaire passée, on a eu 2 enseignantes qui ont été agressées, une à Gueyo et puis l'autre, je ne sais plus où, avec son fils là. Et c'est récurrent dans les lycées et les écoles publiques. Donc, on doit faire quand même un effort, surtout pour ce qui concerne les enseignantes, les femmes. Quand on les affecte, il faut qu'on veille aux conditions de sécurité pour ne pas que ce genre de fêtes-là se reproduisent. Donc, globalement, les défis, c'est vraiment l'amélioration du cadre de travail et puis des conditions de travail des enseignants. Bien, il y a d'autres défis encore que nous allons voir, mais avant, Gaël Akbar, les grands défis pour vous. Effectivement, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, effectivement, on va dire que le ministère va se retrouver encore devant le miroir et retrouver encore son reflet. Malgré le fait des efforts qui ont déjà été fournis, on parle d'une hausse de 5 points. Donc, ça dit qu'au niveau du BPC, du bac, ça a évolué de 5%. Au niveau, voilà, à ces 2 niveaux-là, on parle de 60% l'année dernière, on parle à 65% cette année pour les BPC. Et puis, au niveau du bac, de 40%, c'est passé à 45%. C'est dit que des efforts ont été faits et c'est dû aux réformes après les états généraux qui ont été faits dans le retour de la dictée et puis certains éléments. C'est dit que le travail est en train d'être fait. On parle d'investissement de près de 50 milliards dans la construction de près de 200 salles de classe et 50 collèges, lycées, collèges, je pense d'un truc comme ça. C'est dit que les efforts sont en train d'être faits, mais on ne peut pas finir. Buchery a évoqué plusieurs éléments ici qui seront encore les défis. Ce sont eux qui sont les défis, donc on ne peut pas parler d'autre chose que de ces défis-là. Quand on revient au même souci d'infrastructure insuffisante, c'est vrai, on investit, même relativement à l'étendue de la Côte d'Ivoire et puis à la superficie, aux régions et par rapport au nombre d'étudiants, c'est toujours insuffisant. Il y a la qualité des enseignants. Parce que aussi, on sait que depuis un certain moment... L'enseignement n'est plus de qualité, c'est ça? Non. Il y a eu Qu'est-ce qui vous fait dire que l'enseignement en Côte d'Ivoire n'est pas de qualité? Non, les exemples sont à foison. Il y a plusieurs, même on peut voir souvent des vidéos sur les réseaux sociaux même qui amènent à rire. Souvent, on côtoie des enseignants même qui ont souvent des problèmes, qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas écrire, qui font eux-mêmes des erreurs. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de ce temps-là où il y a eu une ouverture, où on faisait des recrutements. Bon, ce n'était pas bien encadré. Et voilà. Je crois aussi que le recrutement aussi de certains enseignants au niveau du CAFOP, c'était un moment avec le niveau BPC.
Alors que le niveau BPC aussi, lui-même, BPC. Voilà. Donc, on recrute quelqu'un comme ça, qui fait une formation de combien de temps au CAFOP? Soit 1 an ou 2 seulement, et puis on le met sur le terrain. Bon, c'est pas évident. Voilà. Et puis, c'est même quelques mois. Hein. Voilà. Sinon, normalement, c'est 3 ans. Voilà. Et puis, il y a le manque de matériel pédagogique aussi. Les écoles existent, mais le matériel pédagogique, sur 10 écoles, vous allez trouver du matériel que dans 1 ou 2. Sinon, il n'y en a pas. Comment les apprenants vont pouvoir vraiment être bien formés? Il y a l'inégalité régionale. C'est-à-dire que, par exemple, des régions comme Abidjan, Daloa, des grandes villes, quand même, on a l'impression que le nécessaire est fait là. Mais les endroits reculés, au nord, à l'ouest, dans certaines grandes villes, vous arrivez souvent même où il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'enseignant. Voilà, donc il y a un traitement vraiment qui est inégal, ce qui fait que la plupart de tous les enseignants, même des élèves, tout le monde veut rester à Abidjan ou bien à Bouaké, même dans les grandes villes, parce que de l'autre côté, les conditions ne sont pas réunies. Tout le monde fuit. Et il y a les violences aussi au niveau de l'école. Malheureusement, il y a la violence, il y a la drogue, il y a l'insécurité. Donc, à ce niveau aussi, c'est un défi. Et les grossesses à risque. Bien, c'est des points que nous allons détailler tout à l'heure. C'est un véritable chapelet. Comme on dit, si on veut parler, on ne va pas quitter ici. Alors, l'un des défis majeurs pour globaliser tout ce que vous avez dit, c'est bâtir une école qui compte parmi les meilleures sur le continent africain. C'est d'ailleurs une ambition du gouvernement ivoirien. Chéric Balé, est-ce qu'il y a espoir de bâtir une école qui compte aujourd'hui ou qui comptera, en tout cas, en Afrique? Il faut toujours se donner de l'espoir. C'est quand même la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que si on corrige tout ce dont on a parlé là, faut d'abord au niveau des enseignants, parce que c'est les enseignants de qualité qui vont donner aussi des élèves de qualité, une école de qualité. Donc, il faut bien traiter le personnel. On le disait tout à l'heure en off, il y a dans les corps de métier de l'éducation nationale certaines injustices qui ne favorisent pas aussi la qualité de l'école. Je le disais dans mon dernier direct, il y a une profession qu'on appelle secrétaire général de DREN. C'est des gens qui, quand ils n'étaient pas secrétaires généraux de DREN, ils étaient soit chefs d'établissement adjoints ou inspecteurs, ils avaient une prime, une indemnité. Et maintenant qu'ils montent secrétaires généraux, normalement, ils devaient avoir une prime de 70 000, ce qui ne suffit même pas pour ceux qui sont à l'intérieur, parce que une direction régionale, c'est plusieurs départements, il faut tourner et tout. Ils n'ont rien du tout. Donc, il y a la qualité du personnel qui joue aussi. Si on corrige toutes les disparités au niveau du traitement salarial, au niveau du traitement en termes d'indemnité, si on équipe aussi les établissements avec un minimum, il parlait tout à l'heure du matériel pédagogique. Moi, j'ai la nostalgie de nous, notre époque, où dans nos lycées, bon, nous, on a fait le lycée du président Oufoué, mais je veux dire, les laboratoires étaient équipés, on ne parlait pas de façon théorique. Des expériences à faire. Il faut, pour avoir une école de qualité compétitive, y mettre tout ce qu'il faut. Donc, on peut espérer, pourvu qu'il y ait la volonté politique, pour corriger toutes ces failles. Gaël Lagba, peut-on espérer d'une école qui compte sur le continent africain, parmi les meilleures d'ailleurs? On peut espérer parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il y a un vocable qui était à la mode, on parlait de BAC réseaux sociaux ou bien BPC réseaux sociaux. Ah ouais? Ouais, ça veut dire quoi? La tricherie, la fraude. La plupart du temps, les gens partaient composer, ils cachaient leur téléphone. Quand ils avaient les sujets, ils envoyaient à quelqu'un qui traitait, qui les envoyait, puis tout ça. Donc, quand il y a ce bac-là, on appelle ça bac réseaux sociaux. Heureusement, en tout cas, à ce niveau-là, des efforts ont été faits. On a vu que l'année dernière, on parlait de près de 1000 caméras installées. Et puis, à côté de ça, il y a eu des campagnes de sensibilisation. Il y a aussi la fermeté même du ministère. Donc, à ce niveau-là, au niveau de la fraude, il y a des efforts qui ont été faits. Quand c'est fait comme ça peut nous donner l'espoir. Ça donne l'espoir. Mais il y a un cas qui est vraiment déplorable, c'est celui des enseignants du privé. Les enseignants du privé, c'est un calvaire. Vous ne pouvez pas comprendre. Et si on vous dit ça ici aujourd'hui, peut-être qu'on trouvera des témoins. Il y a des enseignants dans ce pays-là, au secondaire, qui finissent le mois et qui ont 40 000, 45 000. Ça, c'est la faute au privé. Aux fondateurs des établissements privés.
Non, Même c'est si la le faute. ministère Les doit... responsabilités C'est sont la faute. Voilà, partagées. c'est la Oui. faute à tous. C'est-à-dire les fondateurs, le ministère. Mais moi, je dis plus le ministère parce qu'il appartient au ministère d'aller vérifier dans ces établissements-là. Un enseignant ne peut pas donner cours à l'heure à 1000 francs. Vous voyez, c'est la réalité. Il y a des établissements qui le font. L'heure à 1000 francs, l'heure à 1500. Mais est-ce que ces enseignants sont obligés aussi d'accepter de donner des cours à 1000 francs? Il n'y a pas de travail. C'est leur formation. Ils sont au chômage. Ils sont bien obligés de le faire. Moi, je pense qu'il appartient au ministère de veiller à ce qu'aucun établissement ne soit en dessous, puisque en réalité, il y a le SMIC qui est là. Oui, donc, il y a une convention de 1994 qui régit en principe. Donc, les gens ne respectent pas. Et puis, bien même que je vous dise qu'il peut y avoir des enseignants qui touchent 40 à 45 000 le mois, des écoles vont jusqu'à faire 3 mois, 4 mois sans les payer. Bien. Bon, là, vous voulez que... on ne les paye pas pendant les vacances. Voilà, à quoi on s'attend en termes de résultats sur les élèves. Donc, il faut revoir tous ces aspects-là. Alors, vous avez parlé de la fraude. J'insiste là-dessus parce que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me souviens que j'avais eu affaire à un syndicat dans le temps qui avait vraiment fait des trucs. Il y a eu beaucoup de plaintes, d'articles là-dessus et tout. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ont des syndicats, mais rien ne change. Alors, vous avez parlé de la fraude. Il y a des chiffres que nous avons reçus dans le cadre de la lutte contre la fraude dans les examens à grand tirage. Nous sommes passés de 16 180 cas en 2020 à 10 382 cas en 2021, puis 4 236 cas en 2022 et 1943 cas en 2023. Les chiffres sont en baisse, mais comment maintenir le cap, sinon comment intensifier la lutte contre la fraude en Côte d'Ivoire? Oui, ce qui est fait déjà à saluer parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais je pense qu'il y a deux choses. Il faut renforcer les conditions de travail des enseignants. Parce que quand les enseignants sont mal payés, mal traités, ça ouvre la voie à la corruption, donc à la tricherie. La deuxième chose, c'est quand même, malgré les bons chiffres, de renforcer la lutte contre la tricherie pendant les examens à grand tirage. Et la réaction, même si vous avez déjà commencé à parler de cette lutte-là contre la fraude. C'est à féliciter déjà. Bon, quand c'est déjà bien fait, on ne va pas encore revenir sur les mêmes choses. Voilà, c'est à féliciter. Une école sans fraude aussi, ça donne de la crédibilité à nos diplômes. Voilà, ici au plan national comme au plan international. Maintenant, à côté de cela, il ne faut pas qu'on oublie de parler de... J'avais abordé de la violence en milieu scolaire. Il y a aussi la drogue, la prolifération de la drogue. À ce niveau-là, je pense qu'il y a même des établissements où il y a des fumoirs qui sont juste à côté de l'école, où il y a des maquis, des hôtels et tout ça. Ce sont des éléments qui peuvent amener les élèves à la paresse, à l'oisiveté et tout ça, afin de pouvoir se détourner de l'objectif principal et puis compter sur la fraude pour pouvoir avoir des résultats en fin d'année. Donc, sur ce côté-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, y compris aussi au niveau du civisme, au niveau des élèves. Parce que on le remarque de plus en plus, les élèves n'ont aucun respect pour leurs enseignants, ils n'ont aucun respect même pour les éducateurs et tout ça. Bon, un élève qui ne respecte personne, comment son maître, ou bien, comment on appelle, celui qui est au-dessus de lui, puisse lui inculquer des valeurs, lui apprendre ce qu'il faut. L'école, ce n'est pas seulement aller apprendre à avoir les diplômes, mais c'est aussi avoir une éducation pour toute la vie. Bien. Puis, Chéric Balé, il y a aussi l'environnement dans lequel évoluent les élèves et les enseignants. Parfois, l'insécurité règne dans ces établissements. Réaction. Merci. Je parlais tout à l'heure des institutrices qu'on affecte et qui sont dans l'insécurité, donc qui sont victimes d'agressions. Mais il y a aussi deux autres volets. Le premier, c'est le fait que le ministère lui-même a interdit qu'on sanctionne les élèves. Voilà, alors que la sanction fait partie de l'éducation. Comme il l'a dit, là, à l'école, ce n'est pas seulement pour les connaissances académiques qu'on y va, mais il y a une autre éducation aussi qui est tout autour qu'il faut assurer. Et donc, quand on interdit aux encadreurs de punir les élèves qui seraient indisciplinés, ça fait qu'il n'y a plus de respect entre les élèves et les enseignants. Et donc, il y a des élèves qui perturbent les cours et qui portent préjudice aux autres élèves qui sont sérieux. Donc, il faut qu'on ramène les sanctions. Même si on ne frappe pas, on doit autoriser qu'un élève
perturbateurs soient mis dehors ou soient sanctionnés autrement que par la violence physique. Bien. La deuxième chose, c'est l'environnement même de l'école. Il en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment important de protéger les élèves contre l'extérieur. Normalement, on ne devrait pas entrer dans une école comme on veut. Il faut avoir une bonne raison d'aller là-bas. On est élève, on est enseignant, on est encadreur, on est partenaire de l'administration. En tout cas, n'importe qui ne devrait pas pouvoir avoir accès aux écoles. Et dans l'environnement des écoles, on ne devrait pas avoir tout ce qui peut perturber l'année scolaire. On a des hôtels à côté des écoles et maintenant on sait que les élèves font une tontine scolaire. C'est comme si on encourageait des maquis, oui, des maquis, les maquis, c'est aux environs des écoles. Voilà, donc franchement, la drogue même aussi qui il faut assainir, oui, les fumoirs à côté de certaines écoles. Donc, il y a l'environnement de l'école aussi qu'il faut assainir pour une école de qualité. Bien, opération zéro congé anticipé afin d'atteindre le quantum horaire nécessaire. C'est un défi, l'un des plus difficiles dans notre monde éducatif ivoirien. Voici encore l'un des défis. Qui réussit pas mal ces dernières années. Ça s'est bien passé. Je pense que l'année passée, ça a été bien aussi. Il faut continuer. Il faut continuer sur cette voie-là. Et aussi... à ce niveau-là, il faut plus, moi je vais plus penser, pour ne pas dire interpeller la FESI. La FESI parce que c'est elle, c'est avec ses initiaux, pour ne pas dire avec son nom, que la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire qui font ces histoires de congés anticipés agissaient dans le temps. Voilà. Donc à la FESI de bien former ses représentants dans les écoles, de sorte à ce que ces éléments-là soient des éléments qui prônent l'excellence plutôt que d'être les plus mauvais élèves. Parce qu'en général, ce qu'on a remarqué, ceux qui sont de la FESI, ce n'est pas que je stigmatise ou bien que j'apporte un jugement, mais ce qu'on a pu remarquer, c'est que ceux-là, en général, ne viennent pas à l'école, ils ne sont pas dans les salles de classe et toujours, quand il s'agit d'éléments pour perturber les cours, ils sont en avant. Voilà. Mais je pense que des efforts ont été faits aussi à ce niveau-là avec le nouveau secrétaire général et même ASI qui est passé dernièrement. Si on a pu avoir des résultats les 2 dernières années, c'est qu'il faut encourager, il faut les appeler à être toujours vigilants. Voilà. Bien, dernière question pour terminer cette partie. Le thème de l'année dernière est reconduit. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Réaction sur ce thème? Bon, je ne serai pas long là-dessus. Je pense que ça a été expérimenté, ça a marché, donc ils ne font que reconduire. Bien. Puis, Chéric Balé, soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Chers parents, ça vous concerne également? Oui, soyons des citoyens responsables. J'espère que le ministère s'adresse à lui-même aussi, parce que le citoyen responsable, c'est celui qui fait bien son travail. C'est celui aussi qui, dans le cadre de son travail, quand il est à des postes de décision, tient parole. Parce qu'il y a beaucoup de biais dans l'école, parce que justement, le ministère ne tient pas toujours parole, le ministère ne met pas son personnel dans les conditions optimales de travail. Donc, eux aussi doivent être de bons citoyens en assumant leurs responsabilités jusqu'au bout. Mais il y a aussi nous, les parents, qui devons aussi encadrer nos enfants. Il faut dire que la vie est tellement dure qu'il y a beaucoup de parents qui sont démissionnaires. Donc, c'est aussi d'interpeller les parents, d'être de véritables parents, d'accompagner leurs enfants pour être sûr qu'ils réussissent leur scolarité. Bien, un autre sujet très important, c'est dans quelques instants, juste après la publicité, mais je vous donne ce sujet. Le PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, dit non à l'utilisation du patronyme Gbagbo par l'ex-première dame Simone Eivé. Nous allons analyser cette information, cette actualité dans quelques instants, juste après la pub. Voilà, de retour en plateau, le parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, par la voix de sa porte-parole, Maître Abiba Touré, a exprimé son désaccord avec l'usage du nom Gbagbo par un média français pour désigner l'ex-première dame ivoirienne Simone Eivé, expliquant que depuis son divorce avec l'ex-président ivoirien, elle ne devrait plus porter ce nom en vertu des lois ivoiriennes. Alors, plus Chéric Balé, quelle a été votre première réaction après avoir vu et lu ce communiqué du PPACI? Bon, franchement, j'étais étonnée. Étonnée parce que pour nous, qui nous intéressons à la vie politique, on attend mieux que ça de l'opposition.
Aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui sont en train de se créer. Il y a l'appel de Benoît qui est en cours. Nous pensons que l'opposition devrait avoir mieux à faire que d'étaler ses problèmes personnels sur la place publique. Parce que ça, c'est un problème personnel. Ce n'est pas un problème qui nous regarde. Quelque chose qui se passe dans un couple. C'est vrai qu'ils se sont adressés à France 24, mais est-ce que c'est vraiment à France 24 qu'il fallait s'adresser? Parce que ce n'est pas seulement à cette interview-là que Mme Simone et Yves se fait appeler Gbagbo. Il y a longtemps, depuis que le divorce a été prononcé, on entend Simone et Yves Gbagbo, Simone et Yves Gbagbo, il n'y a pas de réaction. Bon, je ne comprends pas pourquoi c'est cette interview-là particulièrement qui suscite cette réaction, alors qu'il y a beaucoup d'autres points dans l'interview qui auraient pu être l'objet d'une réaction. Cela dit, il faut préciser que dans le code, la loi sur le mariage en Côte d'Ivoire, il y a deux possibilités pour porter le nom de son ex-mari. La première possibilité, c'est avec l'autorisation de lui-même. Et selon la loi, il peut à tout moment demander que son ex-femme n'utilise pas son nom. Dans ce cas, ce n'est pas sur la place publique que ça se règle, c'est un courrier entre eux. La deuxième possibilité, c'est que lorsque vous divorcez et que la femme a utilisé le nom de son mari dans le cadre professionnel et que s'il advenait qu'elle n'utilise plus ce nom, ça puisse avoir un impact négatif sur ses affaires ou sur sa carrière, alors elle peut saisir le juge qui pourrait l'autoriser à utiliser le nom de son ex-mari. Dans tous les cas, moi j'estime que ça, c'est un problème qui ne concerne pas les Ivoiriens pour qu'ils fassent l'objet d'un communiqué. Donc si demain France 24 revient encore, ils vont encore faire un autre communiqué ou bien qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il faut sortir de ce genre de problème, nous, qui nous inquiètent par rapport à l'unité de l'opposition qui est recherchée. Parce que ce genre de réaction frustrante peut, à notre sens, porter atteinte aux tentatives d'unité qui sont en cours. Ce n'est pas bon aussi même pour l'image ni du président Gbagbo ni de Mme Gbagbo. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un problème qui concerne l'opinion publique en principe. Et donc, ça aurait dû se régler en privé plutôt qu'en public. Ça nous concerne désormais, vu ce communiqué. Oui, le communiqué nous oblige à en parler. Eh bien, Agaël Lakpa, quelle lecture faites-vous de ce communiqué du PPACI? Bien avant, je voulais faire une petite précision relativement à ce que Puchéry vient de dire. Elle a parlé en termes de l'opposition. Moi, je ne vais pas parler en termes de l'opposition. L'opposition, comme je le dis souvent, l'opposition, ce n'est pas Laurent Gbagbo, ce n'est pas Simone Gbagbo. L'opposition, c'est le PDCI. L'opposition, c'est le COGEP. L'opposition, c'est le CRI panafricain. L'opposition, c'est plusieurs autres partis qui ne sont pas au pouvoir. Donc, quand on veut parler du PPACI ou bien de Simone Gbagbo avec MGC, on désigne simplement les partis et puis voilà, on laisse l'opposition parce que je suis sûr que les autres partis de l'opposition aussi auront forcément leur point de vue sur cette question. Ce qui m'a interpellé dès que j'ai vu le communiqué, c'est d'abord la promptitude et le temps même de réaction. Parce que je n'ai même pas fini d'écouter l'interview de Simone Gbagbo elle-même. Qu'est-ce qu'elle a dit à France 24 et tout ça, avoir le contenu. Que déjà, j'ai vu un communiqué qui parlait de sa sortie sur France 24. C'est dit qu'ils sont très efficaces quand il s'agit de ce genre de choses. Mais quand il s'agit des vrais problèmes, il y a le problème de la rentrée scolaire dont on vient de parler. Il y a les accidents à Abidjan, il y a l'histoire de l'enrôlement, il y a beaucoup de défis qui sont là. On ne les voit pas. Actuellement, il y a une actualité qui secoue la société ivoirienne, on le sait tous. La question des homosexuels, la question des Woubi. On l'a dit ici la dernière fois. Depuis que ce problème a commencé, il y a eu des actions sur le terrain, vrai ou faux. Il y a eu des marches de certaines personnes de la société civile qui sont en train d'exprimer leur ras-le-bol. Les Ivoiriens, aujourd'hui, sont devant un phénomène. Ils ont besoin d'entendre la réaction du pouvoir ou bien de l'opposition, parce que ce sont eux qui les dirigent. Malheureusement, on n'a pas entendu le PPACI, ni MGC, ni aucun parti, ni aucun député. C'est l'opposition.
Non, c'est pour ça que je cite l'ensemble. Mais cette affaire-là particulièrement, ce n'est pas l'opposition. Mais de ce qu'il s'agit des sujets d'ordre national, c'est l'opposition. Voilà, on n'a pas entendu ni l'opposition, ni le pouvoir en dehors de la sortie du porte-parole du gouvernement en fin de semaine. Mais là, ils n'ont pas été prompts. Mais ils ont été très efficaces quand il s'est agi d'une affaire de foyer, une affaire de couple. Ben, moi, j'aime me poser la question de savoir, est-ce que le couple Gbagbo, c'est le seul couple en Côte d'Ivoire ici qui a des problèmes? Non. Qu'on prenne les gens au sérieux. Parce que quand on parle d'unité de l'opposition, moi, j'ai déjà dit, je ne suis pas sûr que cette unité-là puisse se faire, surtout même autour de l'appel de Bonois. Parce que ça ressemble encore à des choses qu'on a vues ici. Quand Laurent Gbagbo rentrait de Belgique, on a vu ce qui s'est passé à l'aéroport. Après cela, il a créé le PPACI. Pendant que certains lui disaient, bon, il faut rassembler la gauche, il faut rassembler la gauche, on a assisté au contraire. Et là où il a lancé l'appel de Bonois, où même ça semble piétiner, et aujourd'hui, une telle sortie, je me demande l'opportunité. Est-ce que Laurent Gbagbo même est au courant de ses agissements? Je me pose bien des questions. Bien, merci Gaël Lakpa. Alors nous allons poursuivre avec le sujet. Les Ivoiriens attendent les partis de l'opposition, comme l'a si bien dit, sur des sujets très sérieux liés à leur train quotidien. Ce type de discours sur la place publique, qu'est-ce que cela apporte au débat public? On se pose beaucoup de questions. Et qu'est-ce que ça apporte de plus aux Ivoiriens également? C'est votre réaction là-dessus? Oui, ça ne nous apporte rien et ça ne saurait nous apporter quelque chose puisqu'il s'agit d'un problème de couple. Mais avant de poursuivre sur cette question, j'aimerais revenir sur ce que Gaël disait tout à l'heure. Qu'on le veuille ou non, dans toutes les sphères, il y a des personnes qui dominent. Et en Côte d'Ivoire, quand on parle de l'opposition, c'est le président Gbagbo, c'est malheureusement le président Bédié qui est parti, ce sont ces deux partis-là qui sont les partis principaux de l'opposition qui peuvent même prétendre, s'il y a des conditions transparentes aux élections, qui peuvent même prétendre y aller sans alliance. Ce sont ces deux partis-là. Donc quand je parle de l'unité de l'opposition, c'est de dire que qu'on aime le président Gbagbo ou pas, on doit reconnaître qu'il est un pilier de l'opposition et qu'une union de l'opposition sans le PPACI ne pourrait pas être forte, en tout cas suffisamment forte pour conquérir le pouvoir face au RHDP. C'est pour cela que parlons des deux, j'ai parlé de l'opposition, parce que l'un a lancé l'appel de Daoukro, l'autre a créé un groupement où tous les partis sont représentés. Donc c'est quand même deux poids lourds de l'opposition ivoirienne qui malheureusement étalent leurs problèmes de couple sur la place publique. Donc ça n'apporte rien aux Ivoiriens et ça ne saurait apporter quelque chose aux Ivoiriens parce qu'aujourd'hui, le souci des Ivoiriens, c'est comment faire pour que la vie devienne moins chère. Les déguerpis se cherchent. Comment faire pour retrouver des conditions de vie normales? Il a parlé des problèmes de mœurs. Mais par-dessus tout, puisque ce sont les élections qui nous envoient la guerre, c'est comment faire pour avoir des conditions qui nous emmènent à des élections apaisées optimales. Pour une fois. Voilà notre souci. Comment on va faire pour s'inscrire sur la liste électorale pendant qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir leur carte d'identité, alors qu'il la faut pour aller s'inscrire sur la liste. Donc, c'est tout ça qui nous soucie. C'est ce qui est le plus important pour vous, c'est ça? Oui, mais bien sûr, tout ce qui est d'intérêt national. Alors, ce communiqué-là, ça fragilise l'unité au sein de l'opposition ivoirienne. Un appel qui a été lancé par Laurent Gbagbo. Mon point de vue personnel, je dirais non. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une réalité des symptômes que peut-être j'avais déjà abordé sur ce plateau. J'avais dit que l'appel de Bonois, il y a certains partis qui allaient suivre Laurent Gbagbo. Je pense qu'aujourd'hui, s'ils sortent un tel communiqué, c'est qu'ils savent déjà avec qui ils vont marcher. Et sûrement, pas avec Simone Gbagbo. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve devant un tel communiqué. Sinon, ils étaient vraiment dans la même équipe, ce communiqué ne serait pas sorti. Tout à l'heure, quand Picheri parlait, elle a dit, bon, on ne sait pas trop ce qui a motivé cette sortie. Je ne sais pas si je me trompe. Mais moi, je veux répondre à ça
pour dire que si vous suivez l'interview de Simone Gbagbo, elle a dû dire quelque chose qui ne leur a pas plu. Et ça a été la réaction. Elle a dit dans l'interview que... Pourquoi la réaction ne se fait pas sur ce qui ne leur a pas plu? Non, je viens. C'est la politique. Okay. Elle a dit que si elle arrive en tête de l'opposition au premier tour, elle espère que Laurent Gbagbo se désistera en sa faveur. Bon, comment le PPACI, je vais dire politiquement, apprécie cela? Et puis au-delà de ça, comme il s'agit maintenant d'une affaire de foyer, comment le foyer même apprécie cela? Tu veux dire que tu ne dis pas que si Laurent Gbagbo arrive, moi je vais le soutenir. Tu dis, moi comment j'arrive, lui, il va se désister pour moi. Voilà, petite provocation. Voilà, donc petite provocation et réaction. C'est comme ça que ça se passe dans les foyers. Mais sinon, en politique, ce n'est pas comme ça. Effectivement, on juge ça comme une petite réaction et puis on passe. Bien, puis Cheikh Balé, réaction, la même question. Oui, moi je pense que ça peut fragiliser l'opposition. Sinon, ça fragilise déjà. Ça fragilise même l'opposition en fait. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le président Gbagbo a lancé l'appel de Benoît. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas encore, on sait qui ils ont consulté. Il y a un seul parti dissous qui a répondu à cet appel. C'est pas un parti. Bon, ça, c'est un autre débat. Sinon, GPS n'est pas un parti. Donc, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui avec qui le président Gbagbo crée sa coalition. Madame Simone et Yves Gbagbo non, je dois dire Simone et Yves tout court. Voilà, Madame Simone et Yves. Non, le truc n'est pas encore fini. Nous, on peut l'appeler Gbagbo. On ne connaît pas les On a vu Winnie Mandela en Afrique du Sud, même après le divorce, elle avait toujours le nom de son époux. On connaît les conditions qui permettent de porter le nom de son ex-mari. Est-ce que ces conditions sont satisfaites? Sur un plateau d'une chaîne ivoirienne, il y a environ quelques semaines, le représentant du MGC sur le plateau avait dit qu'elle peut toujours porter le nom du président Laurent Gbagbo. Ben, elle le porte même, comme tu l'avais dit, pour ne pas te couper, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a l'aspect professionnel qui peut faire que tu portes le nom. Mais ici, là, on est sur le plan politique. Politiquement, le nom, voilà, c'est ça. Donc, politiquement, le nom Gbagbo, là, son pesant d'or pour elle. Donc, elle veut en profiter jusqu'à la dernière minute. Maintenant, si Gbagbo n'est pas d'accord, à lui maintenant de la signer en justice pour ça. S'il ne le fait pas, pour l'instant, elle va utiliser le nom. Donc, j'étais en train de dire que on ne sait pas avec qui le PPACI forme sa coalition. En temps, Mme Gbagbo a créé un groupement où tout le monde a participé, même le PPACI. C'est peut-être pour cela qu'elle a sorti cette provocation. Mais dans tous les cas, chacun a ses inconditionnels. Chacun ayant ses inconditionnels, si ce fait détériore leur relation, c'est sûr que ce n'est pas évident qu'il y ait l'unité totale qu'on souhaiterait. Donc, pour moi, ça fragilise l'opposition. Et cela soulève aussi la question de la maturité de notre classe politique ivoirienne. Franchement. Parce que moi, ça, je m'en plains déjà en tant que société civile. Les politiques, là, ils nous envoient la guerre. Et ceux parmi nous, c'est pour ça que c'est important de former le peuple. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de se prêter à leur jeu, là. Ils finissent de créer la guerre. Après, c'est eux qui viennent se taper dans les mains pendant que les gens sont morts, les gens ne sont pas indemnisés. Il y a plein de problèmes. Donc, franchement, il y a un problème de maturité évident. Parce que s'il n'y avait pas un problème de maturité, on ne répéterait pas les mêmes erreurs. Alors que là, actuellement où on parle, on est en train de créer le même contexte que celui de 2020. Et avec ce genre de réaction-là, moi, franchement, je n'ai rien contre le PPACI, mais j'estime que ce n'était pas nécessaire de faire un tel communiqué. Bien, Gaël Lakba, les partis politiques sont plus préoccupés par des questions de couple que les problèmes des Ivoiriens, la cherté de la vie, l'homosexualité. Réaction? Non, il y en a deux partis. Il y en a deux partis qui sont concernés par cette affaire. Le reste des partis de l'opposition, je pense qu'ils sont consacrés à autre chose. Et peut-être que dans cette semaine à venir, on verra ce qu'ils ont à proposer aux Ivoiriens. Alors, dernière question pour terminer. Cheikh Balé, votre réaction après avoir vu cette interview, cette sortie de Simone et Yves Gbagbo, Simone et Yves, bien sûr, sur la chaîne de nos confrères. On doit s'habituer à dire Simone et Yves tout court, il ne faut pas nous convoquer. Comment vous avez réagi face à sa sortie sur ces médias internationaux? Franchement, pour vous dire la vérité, je n'ai pas lu l'interview encore pour savoir sa substance, mais j'ai vu sur les réseaux ce que M. Lakba a dit tout à l'heure concernant le fait qu'elle dise que si elle arrivait au second tour,
elle souhaiterait que le président Gbagbo se désiste pour elle. Moi, j'estime que tout ça, ça fait partie du jeu politique. Chacun souhaiterait que l'autre se désiste pour lui, qui qu'il soit, parmi les politiques. Donc ça, c'est pas quelque chose qui devrait... Ça peut lever le courroux. Voilà, ça peut lever le courroux. Bon, peut-être que c'est sur sa coalition elle compte. Sinon, en tant que MGC arrivé au deuxième tour, c'est pas évident aussi. Bien. Donc, allez-y. moi, je pense que comme je n'ai pas écouté encore cette interview, ni lu cette interview, je ne peux pas vraiment me prononcer sur elle-même. Bien, Gaël Lakpa, n'est pas évident pour MGC de Simone Ivé d'arriver au deuxième tour des élections en Côte d'Ivoire en 2025. Bon, je n'aimerais pas vendre la peau de loup avant de l'avoir tué. Mais je sais que de ce que je retiens de l'interview, parce que comme j'ai dit, je n'ai même pas fini de recouper que le communiqué est sorti, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. J'ai écouté. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a mis en place un parti qui est dynamique, qui a continué à travailler sur le terrain, qui s'est étendu jusqu'à aller mettre en place un groupe autour d'elle relativement à l'environnement électoral. Et elle a dit qu'au cas où ils vont à un congrès, que le congrès la désigne, elle est candidate. Quand elle finit de le dire, parce que le journaliste a posé la question de savoir si elle est candidate, mais elle a répondu en politique pour dire que si son parti la désigne, elle sera candidate, elle ne va pas hésiter. Bon, quand tu comprends, c'est dit qu'en réalité, elle est déjà candidate. Si. Quand la question maintenant vient par rapport au deuxième tour, bien à l'Alliance, elle est dit que si elle passe au premier tour, elle est devant, elle veut que Gbagbo se désiste pour elle et tout ça. Donc, c'est dit qu'elle est dans son objectif, elle est dans son élément. Ce ne sont pas des problèmes de couple ou bien de foyer qui vont l'en détourner. Alors, dernière question pour terminer. Bien sûr, on fait un retour sur notre sujet. C'est la question que se posent beaucoup d'analystes, je vais y arriver, ivoiriens. Pourquoi le PPACI n'a pas refusé de co-signer ce protocole d'accord de l'opposition il y a un mois et où l'ex-première dame Simone Ivé avait signé... Le 9 août, là? Oui, elle avait signé Simone Ivé Gbagbo. Je souris parce que, souvenez-vous que je l'avais dit ici, on peut regarder encore l'élément. J'ai dit que c'est à la dernière minute que le PPACI avait signé. Que le logo du PPACI n'était pas sur la banderole. Pourquoi le PPACI est venu à la dernière minute? Je vais me dire, là, la réponse, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas voulu donner l'image du parti qui est isolé. Parce que quand ils ont fait le rassemblement, si vous regardez, la plupart de tous les partis étaient dans ce rassemblement. Donc, image, politique, stratégie, il fallait y être juste pour ne pas qu'on dise qu'on est isolé. Et puis après ça, on continue sur notre lancée. Donc, voici un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Sinon, en réalité, je l'avais dit, une chose est claire, le PPACI de Laurent Gbagbo aura sa plateforme. Il appartiendra maintenant à Simone, au COGEP et autres, s'ils sont d'accord de venir avec eux. S'ils ne sont pas d'accord, en ce moment, ils iront aussi de leur côté. Au niveau du PTCI aussi, ça sera la même chose. Donc, en réalité, on est en train de comprendre, on avait dit ici qu'on va voir avec le temps, on est en train de comprendre qu'effectivement, déjà à ce niveau, il y a une configuration de 3 plateformes déjà, à côté du RHDP aussi, qui va faire, ses classes. Voilà. Bien, puis Chéric Balé, le PPACI aurait dû ne pas poser sa signature sur le document final, car sur celui-ci, il est écrit « Docteur Ivé Simone Gbagbo ». Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que le vrai problème nous soit expliqué, et malheureusement, nous ne sommes pas du PPACI, parce que ce n'est pas la première fois que Mme Simone Ivé se fait appeler Simone Ivé Gbagbo. Pourquoi c'est cette interview-là particulièrement qui a fait réagir le PPACI? Ça, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'aucun des partis n'a envie devant l'opinion de faire croire qu'il est contre le rassemblement, il est contre la paix. Et donc, c'est l'occasion aussi d'interpeller tous les partis politiques. Il faut que les gens soient conséquents avec eux-mêmes. Il y en a qui sont dans toutes les plateformes. On ne va pas citer leur nom ici pour ne pas les exposer. Ils sont partout. Ça, ce n'est pas normal. Il faut se déterminer. Je suis avec tel, je ne suis pas avec tel. Et puis, on le sait clairement, on sait comment on avance. Ils sont dans un jeu d'hypocrisie. Et puis, ils pensent que les autres sont dupes. Bon, moi, je pense que ça ne sert à rien. Il faut se déterminer. Bien, madame, monsieur, c'est la fin des 3 sujets de cette émission. Place à nos rubriques habituelles. La première rubrique qui va suivre, c'est le carton rouge.
Carton rouge, rubrique dans laquelle nos consultants font des coups de gueule sur des sujets qui ont trait à la vie de la nation. Et dans cette rubrique, nous n'avons pas droit, en tout cas, de réagir sur les différents cartons rouges. Le premier carton rouge de cette émission, c'est avec Gaël Lacroix. Merci. Carton rouge, mon carton rouge sera adressé à 5 DG. Le DG de Orange Côte d'Ivoire, MTN Côte d'Ivoire, Move Côte d'Ivoire, CIE et la SODECI. Ce carton rouge leur est adressé relativement au coût de leurs services. On est d'accord que l'électricité coûte cher en Côte d'Ivoire. Dernièrement, il y a eu une augmentation. Au niveau de l'eau, c'est la même chose. Moi-même, j'ai été surpris que ma facture, personnellement, soit passée du simple au triple le mois dernier. Si. Ça, on n'a pas fait de bruit là-dessus. Orange, les unités, Internet, c'est cher. MTN, c'est cher. Move, c'est cher. Mais quand on encaisse assez d'argent, quand on est aussi cher dans le coût des services, il faut que la qualité suive. La qualité doit suivre, mais malheureusement, vous êtes sur Internet, quel que soit le réseau sur lequel vous vous trouvez, assez de bugs, souvent dans les communications. Vous êtes en train de parler, ça se coupe seul, et souvent des facturations que vous ne comprenez pas. À ce niveau-là, je leur rappelle, carton rouge, il faut que des efforts soient faits pour les consommateurs. Au niveau de la CIE, les coupures d'électricité intempestives, quel est le problème qui se pose? Nous sommes un pays producteur d'électricité jusqu'à on en revend à l'extérieur. Mais j'ai l'impression souvent qu'on est dans un délestage. Quand tu passes la nuit sur les grandes artères, les lampadaires existent, mais sont souvent éteints. Jusqu'à ce qu'à une certaine heure, ça marche. Est-ce que c'est une façon d'économiser l'énergie et puis pour alimenter les domestiques? Et en journée aussi, il arrive que tout le temps, des coupures, et souvent ça arrive même à endommager les appareils. Même chose pour la SODECI. Dans plusieurs quartiers, vous venez le matin quand vous vous levez pour aller au travail, il n'y a pas l'eau. Souvent, il faut attendre jusqu'à 2 heures du matin pour pouvoir recueillir un peu d'eau. Mais il y a des factures. Il y a des factures toujours. Et ça vient, ça triple, ça double. C'est quoi le problème? On en parle pour que ces différents responsables-là prennent les responsabilités et qu'ils comprennent que les consommateurs que nous sommes ne sont pas contents de la qualité des services qu'ils nous décernent. Parce que nous sommes condamnés à payer. Maintenant, eux aussi sont condamnés à nous apporter un service de qualité. Il devrait être. Merci, Pluchéric Balé. Réaction, question sur ce carton rouge? Oui, c'est un carton rouge qui est tout à fait approprié. Par rapport à la SODECI, il y a même pire que ce qu'il dénonce. Il y a le fait que la SODECI ne sert pas de l'eau potable dans certaines villes. Et si on veut les citer, on ne va pas quitter ici. Il y a Daloa, il y a Divo, il y a Kotobi. L'eau, là, on dirait couleur de Tommy, là. C'est ça. Et quand tu laisses reposer, le dépôt descend. Et c'est ça que la SODECI vend aux gens. Et quand les gens s'en vont creuser leur puits, on leur crée encore des problèmes en se plaignant de cela et on fait en sorte que le prix pour obtenir ces puits-là double. Voilà. Donc, SODECI, là, vraiment, c'est grave parce que ça aussi, il y va de la santé des populations. Pour la CIE, le pire, c'est que l'augmentation officielle n'est pas appliquée sur le terrain. Chacun a son taux. On peut augmenter, on a dit 10% pour tout le monde, mais c'est 50% pour d'autres, ça va jusqu'à 150% pour certains. Donc vraiment, c'est un carton qui est approprié pour les sociétés de téléphonie. Là. Ils se permettent même de... Ils continuent. Après la crise des data, là, ça n'a rien changé. Jusqu'aujourd'hui, on continue de nous prélever pour des services qu'on n'a pas demandé. On continue franchement, tous les abus se poursuivent. Donc, bon, je ne vais pas être longue, mais c'est vraiment un carton approprié. Merci. À vous maintenant, votre carton rouge. Oui. Mon carton rouge va aux organisations de la société civile qui soutiennent l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 qui est censée organiser la société civile en violant nos droits, en étant antidémocratique et liberticide. Je voudrais porter à la connaissance de l'opinion qu'il y a une société civile
professionnels qui travaillent pour le changement des conditions de gouvernance. Et puis, il y a une société civile de mangement, pour parler comme les Ivoiriens, qui refuse d'être objective, qui refuse de penser même à ses propres intérêts, pourvu qu'il y ait des décisions qui ne les concernent pas directement. Donc, on veut donner un carton rouge à cette société civile qui refuse de défendre ses propres droits pour dire que, comme la loi anti-casse, aujourd'hui, l'ordonnance est décriée par certaines organisations de la société civile comme les nôtres et de façon objective à partir des principes qui sont censés régir la société civile, mais qu'ils sachent que la roue tourne. Tout pouvoir qui commence finit toujours. Et quand sera-t-il après le pouvoir RHDP pour ces organisations-là? Je vais m'arrêter là. Bien, réaction Gaël Lakba sur ce carton rouge depuis Chéric Balé. Bon, cela il va d'un vrai problème. C'est Puchéry qui est de la société civile, qui a son organisation. Quand elle aborde ce sujet-là, moi, je vais jusqu'à me poser une question. Cela, il va de la crédibilité de nos sociétés civiles en Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, on a l'impression qu'à chaque débat national, il y a une société civile qui est avec le pouvoir et une autre société civile qui est souvent avec l'opposition. Alors que la société civile même, dans son rôle, devait être l'ennemi même en réalité de ces deux entités-là, c'est-à-dire l'opposition et le pouvoir. C'est-à-dire que ce que propose l'opposition, comme ce que propose, comme on appelle le pouvoir, la société civile est censée être l'organisation au milieu qui régule et qui a les yeux des deux côtés, de sorte à protéger qui? Les populations. C'est ça. Parce que l'opposition... Et le droit. Voilà, et le droit. Donc parce que l'opposition, comme le pouvoir, ils ont des intérêts qu'ils recherchent. Donc c'est la société civile en réalité qui devait pouvoir protéger les populations. Malheureusement, nous sommes dans des pays où souvent les lois, on tord le cou aux lois, on prend des ordonnances comme on veut, en fonction de nos humeurs, de ce qu'on veut. C'est malheureux, c'est à décrier. Si on veut avoir des pays qui évoluent, qui soient à un certain niveau, il faut qu'on puisse arrêter avec tout cela. Merci Gaël Lakba. À présent, le chiffre du jour, la rubrique qui met en avant des chiffres en rapport avec la vie de la nation. Le chiffre du jour, c'est 31 milliards. 31 milliards. La route précède le développement. Alors, selon le rapport de gestion 2023 du Fonds d'entretien routier fer, les postes à péage ont généré un total de 31 milliards de francs CFA, un chiffre qui témoigne de la performance impressionnante de ce secteur. Il est important de noter que ce montant n'inclut pas les revenus générés par le troisième pont d'Abidjan, ce qui laisse entrevoir un potentiel encore plus important. Gaël Lakba, réaction, 31 milliards générés par les postes à péage en Côte d'Ivoire, à l'exception du troisième pont. Bon, les péages ont été mis en place par leur définition même. C'est dit que quand vous prenez cette voie-là, vous devez payer. Donc cela, il va de la vitalité de ces voies. C'est-à-dire que ces voies-là sont fréquentées quand on entend parler de 31 milliards. Maintenant, à côté de cela, ce que je vais dire, c'est que à quoi va servir ces 31 milliards? En réalité, cet argent doit permettre de pouvoir, surtout en premier lieu, d'entretenir nos routes, de pouvoir placer les panneaux de signalisation et vraiment surtout d'entretenir les routes pour la sécurité routière. Malheureusement, avec tout cet argent que le contribuable arrive à dépenser sur les routes par les péages, on le voit à plusieurs endroits. Même sur l'autoroute du Nord aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits qui sont dégradés. On se demande ce que le fonds d'entretien routier attend pour passer à l'action. Ce n'est pas seulement sur l'autoroute du Nord, mais à plusieurs endroits. Et ce que je voulais rappeler aussi, c'est que le fonds d'entretien routier, les voies là ne sont pas seulement les voies qui sont où il y a le péage. C'est-à-dire que c'est toutes les voies dans la Côte d'Ivoire. Donc il faut que l'argent, en tout cas c'est vrai, l'argent rentre comme on le dit, mais il faut que ça serve
ne faut pas que cet argent-là soit détourné ou bien soit mal utilisé. Bien, puis Chérif Balé, il y a de la transparence quand même hein, dans les actions menées par l'État de Côte d'Ivoire à travers le FAIRE. Non, ça dépend de ce qu'on met dans la transparence. Il y a le FAIRE qui dit qu'on a pu avoir 31 milliards. Il y a d'autres institutions, sinon entreprises parapubliques, qui ne mettent pas les chiffres sur la place publique. Oui, bon, moi je ne pense pas que annoncer les 31 milliards soit un signe de transparence. On nous informe, mais on ne nous donne pas le détail. Si on nous avait donné le détail de l'utilisation des 31 milliards, j'aurais parlé de transparence. Moi, cette information me fait... et qui n'ont pas encore été utilisés. Les 31 milliards n'ont pas été utilisés. Oui, j'arrive. La première question qui me vient à l'esprit, c'est quelle est la part de la Côte d'Ivoire dans ces 31 milliards-là? Parce que pour la construction de ces péages, nous contractons avec des bailleurs et on sait qu'en général, c'est des contrats de dupes où le pays n'a presque rien et tout va à ces bailleurs-là. Donc, quelle est la part de la Côte d'Ivoire dans ces 31 milliards? La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 31 milliards? Il a parlé de l'autoroute du Nord. L'autoroute du Nord a été construite en 2013 pour 15 ans. Mais 6 mois après, on avait déjà des affaissements. Et si c'est pour 15 ans, ça veut dire que c'est en 2028 qu'on devrait observer des dégradations. Mais déjà, elle est tellement dégradée qu'elle est aussi à la base de tous les accidents que nous voyons. Quand vous prenez l'autoroute du Nord, vous avez toujours des camions qui sont couchés de part et d'autre parce que la route n'est pas bonne. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces 31 milliards pour pouvoir s'enorgueillir? J'étais à Daloa le week-end passé. Si vous voyez les artères principales de la ville, vous êtes dépassés, c'est des crevasses partout. Et donc, il faut que le FAIRE se mette au travail. Il ne faut pas qu'on nous insulte avec des chiffres qui ne reflètent pas les réalités que nous vivons. Mais ils n'ont pas encore investi avec ces chiffres-là. Mais ce n'est pas aujourd'hui, on a 31 milliards, ça c'est pour cette année. Et les autres années. Mais c'est maintenant que le rapport a été communiqué à la presse. Même il y a eu détournement au FAIRE, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. C'était l'affaire Lanciné, là. Diaby. C'est parti où il est allé se présenter même pour gagner, je ne sais pas où, là. Mais il est libre de se présenter à une élection. Non, c'est parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas voler l'argent et puis tu es allé te présenter quelque part. Bon, ça n'engage que vous. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, plus Chérif Balé. Rendez-vous jeudi prochain. Gaël Akpa, merci d'être passé sur ce plateau. Nous avions parlé de 13 morts, sinon tous calcinés, 44 blessés dans un accident au nord de la Côte d'Ivoire. Et puis dans la deuxième partie de l'émission École ivoirienne, les grands défis de la nouvelle année scolaire. Et puis dans la troisième partie, il était question du PPACI qui dit non à l'utilisation du nom Gbagbo par l'ex-première dame Simone EIV, je précise. Voilà, fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à partir de 20h15, rediffusion demain même à 10h15 sur Reflet TV. Portez-vous bien, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.